Aujourd'hui, je suis allé déjeuner avec un ami dans un restaurant où nous avons choisi deux vins pour accompagner notre repas. Il faut dire que nous choisissons les vins et ensuite nous essayons tant bien que mal de choisir les plats. Le choix est quand même très orienté vers les vins. Il faut être clair dans ce restaurant en particulier. Et donc, nous avons jeté notre dévolu sur deux vins du Rhône, un blanc du nord et un rouge du sud. Alors, deux grandes signatures, Gonon au nord et Reynaud au sud. On ne pouvait pas difficilement faire mieux. On peut faire aussi bien, mais difficilement faire mieux. Et en blanc, nous sommes sortis des sentiers battus. Et plutôt que d'aller sur la cuvée Saint-Joseph, les Oliviers de Gonon, nous avons décidé de choisir son vin de France. Vin de France parce qu'il est sur un cépage qui n'est pas un cépage du cahier des charges de Saint-Joseph, qui est le Chasselas en 2020. Et sur le rouge, nous sommes allés sur un château de Fonsalette. Donc l'autre propriété, il y en a trois, Rayas, Fonsalette et les Tours. Donc là, nous étions sur le château de Fonsalette et c'était sur la cuvée que je dirais générique, parce qu'il existe une cuvée qui est 100% Syrah. Donc là, on est sur le Fonsalette, qui est un assemblage de trois cépages. Je reviendrai là-dessus. Donc là, l'avantage avec Renault, c'est que très vite, on peut aller sur des millésimes anciens, parce que là, il s'agissait d'un 2012, sachant que sur Fonsalette, Rayas, Pignan, euh, Renault a tendance à sortir ses vins de son chai en commercialisation de longues années plus tard, pour être sûr que les vins vont être dégustés pas trop jeunes et à maturité. Donc, ben, je vais commencer par le Chasselas. Le Chasselas est un cépage qu'on trouve plus largement en Suisse qu'en France, même si on en trouve en France, mais il est assez peu courant. Donc là, on est sur un, un vin assez particulier parce que dans le Rhône, je ne connais pas d'autres viticulteurs qui ont cultivé ce raisin. D'autant plus que chez Gonon, il n'y a pas 36 cuvées, il y a entre 4 et 5. Il y a le Saint-Joseph rouge, le Saint-Joseph blanc, les oliviers. Il y a aussi les îles Ferret, qui est un quasi Saint-Joseph, et parfois c'est tout aussi bon. Il est peut-être un peu moins de garde que le Saint-Joseph, donc on peut se boire plus jeune. Et puis il y a ce chasse-là, et puis de temps en temps, assez rarement, il y a une cuvée vieille vigne que je n'ai personnellement jamais goûté, mais je connais tous les autres vins. C'est un domaine que j'ai visité. J'ai eu droit à une très belle visite organisée par Jean Gollon, où nous avons à la fois goûté des vins sur fût, et de l'autre côté, d'ailleurs, un chasselas sur fût, et puis des vins qui avaient 20 ans, voilà, les années 90. Bien, bah, je vais commencer par donc ce jas-là, une très très belle couleur assez dorée. Alors moi j'ai adoré le vin à table. Nous l'avons dégusté avec des croquettes de, de viande et aussi des beignets de morue. Ben, ça allait très bien, c'était parfait, c'était super. Donc très belle couleur. Je reviendrai sur le nez. C'est un vin qui a à la fois une belle acidité et une assez jolie tension. C'est pas le vin blanc tendu tel qu'on peut parfois l'imaginer. C'est un vin plutôt assez aromatique, assez rond, séduisant, charmeur, mais très vif et euh, très frappant en bouche parce que il a une assez belle présence et il y a une énorme fraîcheur. Là, je le sers un tout petit peu pour être un peu plus frais, parce que là, j'ai ouvert la bouteille, du coup, le vin s'est réchauffé. Mais bon, il est encore frais, hein, mais, mais c'est un vin d'une grande vivacité, presque très commode à boire, et qui va bien avec plein de plats différents. Il titre à 12,5, il est plutôt assez léger, au point de vue, il n'y a pas de lourdeur dans le vin, ce que je entends par là. Il est dense, mais il n'y a pas de lourdeur. Et il y a une belle persistance en bouche avec des petites notes de litchi, ce que j'ai trouvé, hein, de fruits jaunes, euh, très rond. Euh, Ceux qui cherchent un vin
qui penseraient plutôt à des vins du Jura, moi je trouve qu'on est très loin. On est plus dans l'aromatique, on est plus dans la séduction, on est plus dans le charme, et peut-être moins dans le côté allez, intellectuel, parfois un peu rigoureux. C'est pas un vin, alors c'est évidemment fait de manière très rigoureuse, on connaît le style de Gonon pour ceux qui en ont déjà goûté. Je ne parle pas de cette rigueur-là, je parle plutôt de la rigueur en bouche, ce côté parfois un peu austère, il n'y a pas d'austérité, c'est tout le contraire. Et même déjà au nez, c'est très séduisant, on ressent à la fois des parfums exotiques, mais aussi des parfums de fruits assez frais, tournant un peu vers la pêche un peu mûre. Très belle expression de ce cépage qu'on connaît beaucoup moins en France. Alors avant de passer, donc un petit verre d'eau, pour me rincer la bouche, avant de passer sur Fonsalette. Alors Fonsalette, c'est une propriété de la famille Reynaud depuis 1945. Donc ça a été repris à la suite de Jacques Reynaud par le neveu, Emmanuel Reynaud, qui est en gérance de Rayas, Fonsalette, Les Tours, avec ses vins et son style absolument reconnaissable entre mille. Donc on retrouve toujours la patte de ce vigneron absolument extraordinaire. Alors Fonsalette, c'est une propriété qui est à une vingtaine de kilomètres au nord de Châteauneuf, qui est toujours dans le périmètre du Rhône Sud. Là, on retrouve le Grenache, bien entendu, mais pas que. On trouve aussi du Cinsault et de la Syrah, sachant qu'il y a aussi une cuvée qui est 100% Syrah, que j'ai déjà goûté à une autre occasion et que j'ai pu commenter ici. Donc là, on est sur cet assemblage 2012. Comme je le disais, donc c'est pratique de boire des vins vieux sur Fonsalette, Rayas, parce que effectivement, les vins mettent beaucoup d'années avant d'être sur le marché. Et d'ailleurs, Emmanuel Reynaud recommande fortement que les bouteilles soient ouvertes 24 heures à l'avance, ce qui n'était là pas le cas parce que je n'avais pas fait ouvrir les bouteilles avant. Donc, j'ai arrivé, j'ai choisi sur la carte, d'où l'idée d'attendre quelques heures depuis l'heure du déjeuner jusqu'au soir pour laisser respirer le vin. Donc, je l'ai goûté à table. C'était absolument extraordinaire, un extraordinaire compagnon de repas, à boire seul, mais aussi sur des calamars farcis, qui étaient des calamars de plage locales. C'est pas souvent qu'on mange des fruits de mer, même en bord de mer, qui soient des produits de la mer locaux. Là, c'était des calamars avec des aubergines, avec le côté encre de calamar qui allait de manière absolument magnifique, avec un vin rouge. Donc, moi, je vois très bien un vin rouge avec ce type de fruits de mer. Là, on ne parle pas d'huître fraîche, mais on parle vraiment d'un plat cuisiné en sauce. Et donc là, c'était absolument superbe. Donc, cette cuvée de Fonsalette 2012 nous a enchantés pendant le repas. Et voilà, là, je la regoute plus au calme, sans le brouhaha autour. C'est différent. Et là, donc, je suis en tête à tête avec ce vin-là. Donc, à un moment donné, comme il faisait quand même assez chaud qu'on est l'été, je l'avais plongé dans le seau, non pas à glace, mais seau à eau fraîche, pour le rafraîchir, pour qu'on puisse le déguster. Alors, il faut savoir quand même ce vin officiellement titre à 15 degrés, peut-être un peu plus, mais en tout cas déjà officiellement à 15 degrés. Donc, c'est un vin qui n'a pas la légèreté, si je puis dire, au niveau alcool, du Chasselas, qui lui est beaucoup plus facile à boire l'été. Mais là, je vous garantis que même en plein été, c'était absolument superbe. Donc voilà, la couleur, alors la couleur est quand même assez évoluée. C'est une très belle couleur. Comme toujours d'ailleurs chez Emmanuel Reynaud, les vins sont quand même toujours une robe un peu bourguignonne, qui des fois d'ailleurs dans des dégustations à l'aveugle les font passer pour des grands vins de Bourgogne. Donc c'est pas totalement délirant. Il y a quand même, alors ce serait plutôt des Bourgognes avec des raisins à très forte maturité, sur des années chaudes. Bien entendu, sur des années fraîches, on ne va pas prendre un Bourgogne pour un Reynaud, si je prends ce cas-là dans l'autre sens. Mais là, on est sur 2012, je pense que c'est une année un peu entre deux, c'est pas forcément une année très chaude. C'est une bonne année, pas une des grandes en tout cas, mais avec Emmanuel Reynaud, rien n'est classique, puisque déjà il vendange très mûr, très très mûr, parfois jusqu'à un mois et un mois et demi après d'autres vignerons autour de lui. Donc c'est difficile de faire la comparaison. En tout cas, voilà, je vais goûter ce vin. Alors moi, ce qui m'avait surpris à table, et là je le retrouve, c'est que
on m'aurait bandé les yeux, on m'aurait fait essayer de faire deviner ce qu'était ce vin. Évidemment, là, je partais pas du tout en Bourgogne, au nez, pas du tout. Donc, sans voir la robe ni rien du tout, je serais jamais parti en Bourgogne. En voyant la robe peut-être, là, pas du tout. Et là, je trouve même qu'il y avait des arômes assez surprenants. Là, je les retrouve d'un vin qui a peut-être 30 ans de bouteille, un vin qui commence à être dans la grande maturité, euh, dans la très grande maturité, avec ce côté un peu cerise à l'eau de vie, chocolaté, et puis un, un aspect qui me rappelle assez étrangement certaines liqueurs de cassis ou liqueurs de framboise. Même, je penserais même, ça pourrait me rappeler, comme ça à l'aveugle, je l'aurais peut-être volontiers situé en Ribera del Duero, peut-être sur un vieux Vega des années 90. C'est assez curieux. Alors en bouche, ça n'a plus rien à voir. En bouche déjà, l'attaque est très puissante, très très puissante. Dès la première gorgée, on est comme happé par le vin, par ce côté qui est extrêmement mûr, extrêmement mûr. Certains pourront trouver que c'est à la limite trop mûr. Moi j'adore. Mais après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Là, on parle des goûts. C'est vrai qu'il y a un excès de maturité dans ces raisins-là qui, pour moi, conservent une grande finesse. Et c'est ça le plus important. Il n'y a jamais de lourdeur, jamais ce côté pâteau que peut parfois euh, apporter un excès de maturité dans les raisins. C'est hyper maîtrisé, euh, c'est très raffiné, sans jamais être ostentatoire. En revanche, ça c'est sûr qu'on sent passer le vin quand on le goûte. C'est pour ça que je disais que finalement il passait bien à table parce que finalement peu de choses lui résistent et encore moins des calamars à l'encre. En bouche, il y a une multitude d'arômes, il y a une multitude d'épices. Il y a, il y a un côté presque légèrement caramélisé, comme une réduction caramélisée, euh, même une réduction de sucre euh, de volaille, euh, et puis des tout petits fruits, des fruits noirs qui ressortent comme ça. Euh, Parfois même, on se laisse à penser, vous savez, ces cerises qui sont trempées dans du chocolat avec un peu de kirsch. Ce sont ces arômes-là qui ressortent. Quand je disais tout à l'heure qu'au nez, il y avait des aromatiques de liqueur, moi je pense, en y pensant maintenant, je pense que c'est plutôt kirsch, mais aussi plutôt vin mature, très mature, qu'on peut l'être un vieux Vega, qu'on peut l'être d'ailleurs un vieux Rioja. Et c'est assez curieux le cousinage qu'il peut y avoir. Et c'est pas dû au terroir ni au cépage, qui ne sont pas les mêmes, même si on retrouve parfois du grenache dans les Ribera del Duero ou dans la Rioja. Mais c'est très curieux. Une très légère salinité, et surtout un côté toujours très, très lisse, très formidablement fini, qui fait que ce vin-là, on le goûterait à divers instants. Ça peut être en début de repas, euh, pour se faire plaisir. Ça peut être face à un plat. Quand même, le plat doit avoir beaucoup de goût, donc doit être assez coriace pour tenir tête. Et puis ça peut être aussi un instant comme ce soir, là, je trouve idéal en fin de journée, où comme on peut boire une vieille chartreuse, on peut aussi boire, déguster un verre de Fonsalette 2012, qui pour moi est une grande découverte sur ce millésime-là. Et c'est une très 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 belle bouteille. Donc encore une petite gorgée.
Très belle complexité. Alors, pour quelqu'un comme moi qui adore les vins avec de la maturité, là, ce vin a de la maturité. Même, je pense qu'à l'aveugle, j'aurais donné peut-être quelques années de plus et pas quelques années de moins. Des fois, c'est l'inverse qui arrive. Je bois des vins très vieux et je leur donnerai 2 fois moins leur âge. Là, je lui donnerai presque 2 fois plus son âge. Moi, je dirais que c'est un vin qui aurait pu être de 2003, une grande année de canicule, comme vous savez, où les raisins ont été extrêmement mûrs, confiturés presque. Là, on n'en est pas loin. On n'en est pas au côté confiturier, mais on est au côté vraiment extrêmement mûr. Vous l'aurez compris, je l'ai dit plusieurs fois. Et surtout, avec une superbe maîtrise, euh, parce que justement, on a cette finesse qui est si caractéristique des vins d'Emmanuel Reynaud. Ça fait toujours plaisir de les déguster. En tout cas, chaque bouteille est une expérience parfois différente, mais il y a toujours en commun cette patte unique qu'on trouve chez ce vigneron et qu'on trouve, à mon avis, nulle part ailleurs. En tout cas, une double dégustation. Alors, pour la petite histoire, nous étions à côté d'une table où il y avait euh, une belle dégustation de bouteilles, parce qu'il y avait plusieurs bouteilles. Et donc, comme il me restait du chasselas, il me restait aussi du fond salette, mais comme ils avaient pris le fond salette, ça n'avait pas grand intérêt. Donc, j'arrivais avec mon chasselas. Ils ne connaissaient Gonon, mais sans savoir que Gonon faisait une cuvée de chasselas. Donc, au moins, j'aurais appris à ces amateurs qui sont très pointus, parce qu'à leur table, il y avait du Le Grand Latour en Champagne, je ne sais pas si vous connaissez, cuvée yprésien. Il y avait du Durieux, Yann Durieux, euh, ancien euh, euh, de chez Prieuré Rock, qui fait des vins absolument exceptionnels, que j'espère j'aurai l'occasion de vous commenter ici. Mais il y avait 2 autres bouteilles. Donc une bouteille d'un vigneron qui s'appelle Thibaut Capellaro, euh, qui, euh, qui est dans le 42, donc à l'est de Saint-Étienne, qui fait des vins assez particuliers. Donc là, j'ai eu l'occasion de déguster une cuvée euh, unique pour moi, que j'ai beaucoup aimé, qui avait beaucoup de gourmandise. Ce sont en fait, là, ça fait le lien avec le Rhône-Nord, parce que le cépage, c'était du Viognier, la couleur du vin, c'était un rouge très clair, et en fait, c'est du Viognier qui, si j'ai bien compris, est macéré avec du marc de Syrah. Assez étonnant. Le résultat est superbe, c'est une grande légèreté et très, très belle gourmandise. Et puis un grand, grand, grand vin, un vin jaune du domaine de la Baie en 2016 sur un morceau de comté. Là, c'était, je pense, c'est un des plus beaux accords mais vins que je connaisse. J'ai eu souvent l'occasion de le dire et de le répéter. En tout cas, c'est en franche camaraderie que nous sommes échangés des vins. Du coup, je sors de cette expérience avec encore plus d'arômes et de saveurs. Voilà, donc ces 2 vins, il en reste. Je vais continuer à les déguster dans les jours qui viennent et surveiller leur évolution. Voilà, je vous dis en tout cas santé et à très bientôt. J'ai souhaité revenir sur la dégustation du Château de Fonsalède 2012 pour une simple raison, c'est que M. Reynaud recommande de boire le vin après ouverture de 24 heures minimum, parfois même 48 heures. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas très euh, correct de déguster le vin juste après ouverture, même si je l'ai regoûté le soir même, il ne s'était pas passé suffisamment de temps selon les desiderata du vigneron, et je pense qu'il faut les respecter, même si parfois c'est quasiment mission impossible, ou alors on s'interdit de choisir des vins à la carte, sauf si on connaît suffisamment bien le restaurateur pour qu'il vous les ouvre 24 heures à l'avance, ce qui peut arriver aussi. Tout est envisageable. Mais bon, dans ce cas, je n'ai pas pu le faire. Et du coup, pour me rattraper, je déguste le vin 48 heures plus tard. Donc encore plus que la durée minimale. Je crois que je suis encore dans les temps. Donc je me suis dit, voilà, on est le 3e jour. Et donc je vais goûter le vin et voir comment il a évolué depuis. Bien. Donc nous voici avec ce château Rayas que j'ai légèrement rafraîchi dans de l'eau, donc du coup de l'eau fraîche, donc du coup l'étiquette s'est un peu froissée. J'en suis désolé, mais il n'en reste pas moins que le contenu est toujours, je pense, d'actualité, ce qu'on va découvrir dans peu de temps. Donc je ne l'ai pas redégusté depuis l'autre soir. Alors ce que je voulais également dire, c'est que
Là, on est sur ce 2012 que j'avais trouvé très, très, très mature. Et peut-être qu'il avait besoin d'être un peu plus aéré depuis. Donc, voilà, on va voir. Alors, pour le conserver, je l'ai simplement rebouché. J'ai remis le bouchon euh, à sa place en enfonçant le bouchon jusqu'au bout, ce qui n'est pas très compliqué avec les bouchons du domaine. Et puis, je l'ai laissé au frais. Euh, donc, bouteille droite, surtout pas couchée, parce que à partir du moment où le vin est couché, la surface d'oxydation est beaucoup trop importante. Là, en l'occurrence, il restait un quart de la bouteille. Donc, ça veut dire que ce qui reste est en contact avec énormément d'air à la fois. Et sur une longue durée, ça peut éventuellement endommager le vin de manière irréversible. Donc, voilà. Alors, le nez ressemble quand même énormément au nez du soir, plus au nez du soir qu'au nez du déjeuner, donc à l'ouverture, avec une certaine évolution qui est sensible. Ah oui, je reconnais qu'il y a une autre sensation de dégustation au troisième jour. Je veux dire par là qu'il est plus aérien, presque plus facile à boire. J'avais trouvé pas une difficulté, c'est toujours un immense plaisir de goûter ce vin-là. Mais en 2012, je reconnais que la maturité a été poussée assez loin et qu'on est presque à la limite d'une liqueur. Là, on est un tout petit peu plus aérien et plus buvable. Si on veut parler de buvabilité, quand on dit buvabilité, c'est plutôt facilité de boire, pas un vin glouglou, mais pas un vin de soif, loin de là. On n'en est jamais là avec ce fond salette, ça c'est sûr, mais c'est un vin qui a plus de facilité à être dégusté que, en particulier, le soir de l'ouverture. Je suis quand même énormément frappé par ce côté puissamment épicé, là qui tourne plus sur des épices euh, sudistes. Je ne veux pas parler d'épices provençales parce qu'on va penser au thym de laurier, etc. Mais vraiment des épices plutôt du sud, avec, euh, euh, avec une sensation de... Alors ça, ce qui revient pour moi de ces vins anciens de Ribera del Duero, mais je ne dis pas qu'il a rajeuni, mais comme il est un peu plus facile à boire, disons, tout est relatif, je pense que c'est un vin qui fait plus que ses 10 ans, mais fait moins ancien que ce que j'ai pu déguster il y a 2 jours. Il y a une assez belle amertume qui ressort, en plus des épices. Il y a ce côté liqueur, peut-être liqueur de cassis, liqueur très concentrée, avec cette toute légère amertume qui est hyper équilibrée, qui donne du relief au vin et qui donne en fait un peu plus de dimension, même si à la base le vin est loin d'être monolithique. C'est un vin qui a plusieurs facettes, qu'on pourrait étudier sur pas mal de temps. Mais bien, moi je vous passe juste les sensations telles que je les éprouve. Et il y a, somme toute, un superbe toucher en bouche qui est d'une grande douceur et une fin euh, magnifique, une fin assez longue, une fin qui appelle sans doute la cuisine, mais qui peut se suffire à elle-même. Et un côté très léger, concentration de jus de viande, avec une très très légère amertume, comme ces jus de viande qui sont très 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 légèrement sucrés, dans lequel on peut imaginer un goût de liqueur de cerise noire. C'est dans ces teintes-là qu'on termine ce moment de dégustation, qui est un très bon moment, comme d'ailleurs dès la première fois, mais avec des changements successifs qui sont extrêmement passionnants. Voilà. Je vous dis
santé et à très bientôt.